Effilocheur de brume, fanzine sur des aventures en solitaire, parution aléatoire, novembre 2023, numéro 2. Elsiane Aubourg, une vie de cartographe, une aventure dans l'univers de Arne. Aujourd'hui, la forêt de Gidon. Avant de débuter l'aventure proprement dite, quelques retours sur les questions qui ont été posées par mail sur Facebook. Vous m'avez donc posé quelques questions et je vais tenter d'y répondre. Donc Arne, est-ce que c'est un jeu de rôle? Est-ce que ce sont des règles? Eh bien, Arne est un jeu de rôle qui comporte deux facettes. Tout d'abord, l'univers, qui peut être motorisé plutôt, par n'importe quelle règle de jeu de rôle, de votre choix, et qui colle donc à l'univers, donc médiéval, fantastique. Alors fantastique, vous pouvez ne pas faire de magie, vous pouvez juste faire du médiéval, c'est votre choix. Alors quel système? Eh bien, au début, je l'ai utilisé avec Warhammer, par exemple. Je l'ai utilisé avec Donjons et Dragons. Les règles qui vous semblent le mieux convenir. La deuxième facette, eh bien, ce sont les règles Arnmaster qui vont donc motoriser l'univers. Donc voilà, ce sont deux facettes différentes. Vous pouvez vous contenter de Arn World, de cet univers, et en faire ce que vous voulez avec des règles de jeu qui vous plaisent. Vous pouvez utiliser les règles Handmaster qui sont un peu particulières et qui en fait correspondent au moteur basique. Je sais pas si, je pense que vous connaissez, qui gérait avant de Chaosium, qui gérait par exemple l'appel de Cthulhu ou RunQuest même, voilà. Deuxième remarque, on m'a demandé de mettre des bruitages, des musiques. Bon, alors je suis pas trop partant, pour le moment, je préfère rester assez sobre dans la narration. Enfin, certains me demandent de détailler l'envers du décor avec les étapes, bref, lire ce que je mets dans le fanzine papier, que vous pouvez trouver d'ailleurs sur mon blog, je vous mets le lien sous la vidéo. Ce sera une narration qui va vous expliquer donc le déroulé de la partie, pour tester, pour voir, et puis vous me direz ce que vous en pensez. Nous n'avons plus qu'à commencer. Nous avions laissé Elsiane, notre cartographe, blessée et rapatriée donc au château de Minilaus, où elle a été soignée. Elle a été donc obligée de prendre une semaine de congé forcé, et c'est ici que commence donc cette nouvelle petite aventure. La forêt de Gidon. Comme nous amorçons la deuxième aventure, on va donc jouer en mode campagne. Nous allons commencer notre campagne dans l'univers de Arn. Ce mode obéit à une séquence bien précise en début de partie, qui va planter le décor. Donc on va devoir jeter des dés. Donc ici, la première détermination du lieu est imposée, puisque nous savons que nous sommes dans le château de Minilaus. Donc c'est un environnement sûr, ce qu'on appelle un lieu sûr. Donc c'est la chambre d'un château. C'est une zone urbaine pour le début de l'aventure. Ensuite, on s'intéresse au temps. Le temps se déroule-t-il vite, pas vite, etc. Donc ici, nous sommes dans une ville, donc le temps va se dérouler normalement, c'est l'écoulement normal du temps. La météo, donc j'ai lancé les dés sur les tables, et on m'indique que le ciel est clair, avec quelques nuages. Il fait frais le matin et le soir, le vent est léger, il vient du nord, il ne pleut pas. Enfin, est-ce que je fais une rencontre ou pas? Et la table me dit que oui, je vais faire une rencontre tôt le matin. Donc, chapitre 1, une visite amicale. Donc une bonne semaine s'est écoulée depuis la blessure d'Elsiane. Elle a récupéré dans une chambre du château à la demande de la baronne Yala Pézirias. Ici je m'arrête. Nous sommes dans un environnement sûr, donc je vais faire un jet de rencontre sur la table de Handmaster 3ème édition, et le résultat est un 16. Le 16, c'est un fermier. Alors tout de suite dans mon esprit, fermier, qui c'est qui peut rendre visite? Je pense tout de suite à Peltari, qui est la meilleure amie d'Elsiane et qui est paysanne. Elle vient donc lui rendre visite, ce qui est tout à fait normal, son amie ayant été blessée. Donc on recommence la narration. Alors qu'elle est impatiente de retrouver son matériel de cartographie et sa petite chambre dans le village, une visite est annoncée. Elsiane accueille avec plaisir, un plaisir non fin, Peltari, son amie d'enfance. Elles tombent dans les bras l'une de l'autre et commencent aussitôt à se raconter leur vie depuis leur séparation. Là, je coupe à nouveau. Rapidement, je vais créer Peltari, tout du moins les traits les plus importants du personnage. Donc là, je vais prendre le recueil Fables, alors 1 et 2, peu importe, je cherche dans les deux généralement.
et je vais noter les résultats d'apparence. Donc après les jets de dés que j'ai effectués, donc Peltari est grande, elle a un nez délicat, elle est musclée, elle a les yeux bleus, les cheveux blonds clairs, un tatouage discret au creux du poignet, c'est une fleur finement réalisée, pas plus grande qu'une petite pièce de monnaie. Elle est vêtue avec des habits simples. Ses deux parents sont toujours vivants et elle aime les filles et est secrètement en couple. On reprend la narration. La vie de Peltari est un long fleuve tranquille de prime abord. Elziane l'observe pendant qu'elle se raconte. Elle est devenue plus musclée qu'avant, son travail dans les champs n'est pas de tout repos. Ses cheveux sont plus blonds que dans son souvenir, certainement décolorés par le soleil, qui a aussi donné à sa peau une couleur de miel brun. Ses yeux bleus plongent dans ceux d'Elziane et elle éclate de rire, tordant son petit nez délicat dans une grimace espiègle qu'elle lui connaît bien. Un silence, puis, d'une voix plus basse, elle lui montre le creux de son poignet. On y voit le très beau tatouage d'une fleur des champs, aux traits finement réalisés. Elle lui confie que la personne qu'elle aime possède le même au même endroit, mais n'en dit pas plus. Elziane lui raconte alors la capitale, les journées. Je m'arrête. Quelle est la réaction de Peltari face à cette narration d'Elziane? Eh bien, le jet de réaction est ennuyé. Donc, on reprend. Mais la jeune cartographe remarque que son amie s'ennuie. Elle comprend que ces choses de la capitale n'ont pas trop d'intérêt pour elle. Nouvelle interruption, cette fois-ci la table des ragots. On va voir ce que nous raconte Peltari sur le village. Et donc j'ai fait un tableau en fait qui recense tous les habitants importants de Minilaus. Et ensuite je fais un jet de dés dessus, un dé 100. Donc le résultat qui tombe, c'est un ragot sur le meunier du village. Je vais donc lire le supplément Minilaus Keep pour en savoir plus sur ce fameux meunier. Et je reprends la narration. Tabar d'Asland est arrivé dans le village quelques 5 ans auparavant. Il a repris le moulin et s'est marié avec Daoni. Alors, petit jet de dés, mais là, il n'y en a pas besoin. Je sais que Daoni, étant une fille du village, forcément qu'elle connaît Elziane et Peltari. Donc, Elziane se souvient très bien de Daoni, une camarade de jeu. Peltari lui annonce avec un soupir triste que leur amie est morte, de chagrin. Tabar raconte qu'elle était dépressive, car elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais beaucoup murmurent que Tabar battait la pauvre Daoni, qu'il l'a trompée à tout va, et qu'il a fini par la tuer. Cette nouvelle va peut-être faire quelque chose à Elziane, donc jet de décision. Elziane réagit-elle à cette nouvelle et comment? Donc là, on va faire un jet de volonté pure, donc on prend sa volonté est de 13, donc on multiplie par 3, ce qui donne un 39%, c'est le score à ne pas dépasser. Donc on jette un dé 100, elle fait 29, donc tout va bien, c'est une réussite mineure. Alors dans Arn, chaque fois que vous avez un 0 ou un 5 à la fin de votre résultat, c'est critique. Donc réussite critique ou échec critique. Et quand ce n'est pas un 0 ou que ce n'est pas un 5, et bien à ce moment-là, c'est une réussite mineure ou un échec mineur. Donc elle arrive à garder son sang-froid. Elziane essaye de ne rien montrer de son trouble, elles poursuivent la conversation. Alors là, on va essayer de relancer l'intrigue parce qu'il ne se passe rien, et il ne va rien se passer dans cette chambre. Donc on va faire un jet sur l'oracle, une sorte d'oracle, et j'ai en fait le mot promenade qui vient. Bon, ça tombe bien, promenade, ou je jette les dés, cette fois-ci sur la table des lieux, et c'est la forêt. Donc on va aller en forêt. Peltari se lève soudain et propose à son ami d'aller faire un petit tour dans la forêt de Gidon, comme avant. Elziane accepte avec plaisir et se prépare. Son sac en cuir en bandoulière, avec de quoi boire et de quoi manger, son épée au flanc, un bouclier dans le dos et un petit couteau dans sa botte. Peltari rigole en voyant tout l'attirail de son ami d'enfance. La grande ville l'a bien changé. Chapitre numéro 2, une promenade en forêt. C'est une petite heure avant le repas de la mi-journée que les deux amis arrivent à l'orée de la forêt. Elles ont traversé le village dans l'indifférence la plus totale de la part des habitants. La forêt de Gidon est très vaste, et s'il est commun de s'y promener dans les premiers abords, on ne s'y enfonce que pour de bonnes raisons. Ainsi, les deux promeneuses, qui connaissent très bien les lieux, restent à distance prudente, avec toujours une vue sur les champs
à travers les arbres. Alors ici je m'arrête, le décor est planté, je vais à présent utiliser le moteur One Page Dungeon. On commence par la complication de la scène. Je jette un D6, le résultat est un 2, un obstacle barre la route. Qu'est-ce que c'est? J'ai sur donc les caractéristiques d'exploration extérieure, toujours dans One Page Dungeon, c'est un camp. Question à l'oracle, le feu est-il allumé? Réponse, non. D'accord. Est-il éteint depuis longtemps? Non plus. J'essaye de voir s'il y a des traces, donc je jette un jet de survie pour Elziane qui a 36 de base. 56. C'est un échec mineur, mais un échec tout de même. Je reprends la narration. Soudain, elle tombe sur un camp abandonné. Le feu semble éteint depuis pas mal de temps, mais aucune trace n'est visible aux alentours. Alors, c'est pas depuis pas mal de temps, c'est depuis quelques temps que j'aurais dû mettre. Je m'arrête à nouveau. Peltari, est-ce qu'elle reconnaît quelque chose? Est-ce que je pose cette question à l'oracle? Et la réponse est oui. C'était sur un G2D, donc c'est facile. 1, 2, 3, ou pair ou impair. Pair, c'est les oui, impair, c'est les non. Voilà, tout simplement. Là, je dois regarder donc dans le supplément Minilaus afin de voir ce qui collerait le mieux avec un camp au milieu d'une forêt et qui dirait quelque chose à Peltari. Donc pour elle, c'est sans doute possible le camp d'un chasseur ou d'une chasseuse. Elle a déjà vu ce type de campement, il ressemble à ceux de Charelle de Morvan, puisque dans Minilaus, c'est la seule qui collerait un peu avec ce lieu, avec donc aller chasser, tout ça, etc. Donc Peltari regarde à son tour et fait signe à Elziane de venir voir. Elle lui montre des pierres, des morceaux de copeaux de bois. Pour elle, ce camp appartient à Charelle de Morvan, la garde-chasse ou la garde champêtre. Elle raconte brièvement l'histoire de Charelle. Elziane se souvient bien de cette jeune fille légèrement plus âgée qu'elle. Elle n'avait que son père de vivant, Delphine, s'appelait Delphin de Morvan. Peltari lui apprend que Delphin est mort sous les yeux de Charelle lors d'une patrouille en forêt. Il a été tué par un énorme sanglier. Charelle a réussi toutefois à lui planter une flèche dans le dos avant que ce dernier ne prenne la fuite. Depuis, c'est elle qui fait office de garde champêtre à la demande de la baronne qui l'a bombardée à ce poste. Certains ne sont pas contents dans le village. Comme elles s'entendent bien, elles chassent souvent ensemble. C'est de notoriété publique. Un jet sur l'oracle. Charelle semble-t-elle accompagnée dans ce camp? Réponse, oui. Nouveau jet de survie, cette fois-ci, toujours 36 de base pour Elziane. Le résultat est un 27, c'est une réussite. Question à l'oracle, est-ce que je trouve quelque chose qui indique la présence de la baronne? L'oracle me dit oui. Bon, alors maintenant, quoi? Je vais aller chercher, toujours dans Arnmaster, les objets de possession pour un noble. Donc je tombe sur un bijou, on va dire donc une boucle d'oreille, et Elziane la connaît puisqu'elle a vu cette boucle d'oreille sur la baronne. On reprend la narration. Elziane hoche la tête en fouillant mieux le campement. Elle tombe sur une boucle d'oreille qu'elle reconnaît immédiatement pour l'avoir vue sur la baronne. Alors là, on va faire un jet de progression, puisque à nouveau on stagne, c'est pas trop quoi faire. Donc cette fois-ci, c'est un 5 sur One Page Dungeon, et le 5 correspond à la progression d'une menace. Une menace arrive. Jet de complication de scène, on fait un 1. Ça veut dire que des forces hostiles s'opposent à nous. Un jet de rencontre sur le tableau de Handmaster, en milieu rural, pour voir qu'est-ce qui arrive, et je tombe évidemment sur un 58. Alors, dans la table, il y a le jour et la nuit. Donc là, c'est 2 jours, et 58, ça correspond à, je vous le donne en 1000, un sanglier. On va donc dire que ce fameux sanglier de Charelle, eh bien, c'est celui qui arrive. Je suppose que Charelle et la baronne sont à ses trousses, d'où ce camp, d'où cette boucle d'oreille, et on va donc jeter les dés à chaque fin, s'il y a un combat, chaque fin de passe de combat, ou toutes les 15 minutes, pour savoir si elle arrive ou pas. Sur un 6, avec un D6, elles entrent en scène. Je reprends la narration. Soudain, surgissant d'entre les arbres, un énorme sanglier fonce droit sur elle. Il a de longues défenses et fait le double d'un sanglier normal. Il a une flèche profondément plantée dans le cuir épais de son échine.
Elziane sort son épée, mais n'a pas le temps de s'emparer de son bouclier attaché dans le dos. « Fuis !» hurle Elziane. L'animal charge. Le combat contre le sanglier monstrueux. Le combat est quelque chose de particulier dans Arnes puisque c'est un moment où tout s'arrête. Et on va donc extraire ce moment pour pouvoir donc gérer le combat. Donc le temps ralentit, on peut faire plus de choses, il y a une séquence à respecter pour pouvoir se battre, hein, l'attaquant annonce son attaque, le défenseur annonce sa défense, on fait léger, c'est simultané, et selon les résultats, on va croiser ces résultats sur une autre table, qui va donner donc non pas un résultat chiffré, hein, mais un résultat, tu obtiens une contre-attaque, ou bien tu arrives à bloquer, ou bien tu perds ton épée, ou etc., etc., ou alors coup simultané. Je vais donc vous détailler la procédure de combat. Donc ici, pas de surprise. Donc l'initiative du sanglier est de 55, celle d'Elziane 48, ne parlons pas de celle de Peltari, donc elle jouera en dernier. Pour mémoire, les données dont j'ai besoin. Elziane, j'ai besoin de ce qu'on appelle son AML, c'est en fait son modificateur universel, entre guillemets, pour l'attaque. Donc on le calcule avec l'épée, son AML, son score en fait de compétence, plus l'épée, on enlève la pénalité du poids total, et on obtient donc ici un 43. Donc ça sera du 43% pour réussir. Le sanglier, lui, on va dans le bestiaire de Handmaster, il a une attaque avec ses défenses à 50, qui inflige des dégâts perçants, et il peut aussi piétiner, toujours à 50%, mais cette fois-ci, il inflige des dégâts contondants, hein, il écrase. Donc le sanglier attaque en premier, il a l'initiative, et il tente de piétiner les promeneuses. Il fait un 70, c'est un échec critique, ça se termine par 0. Hein, il aurait pu faire, il aurait pu faire 60, c'était aussi un échec critique. Ça se termine donc par 0 ou par 5. Elziane esquive, elle annonce qu'elle va esquiver, et elle ordonne à Peltari de faire pareil. Elziane esquive à 55 et elle fait un 14. C'est une réussite mineure, puisque ça ne termine pas par 0 ou 5. On va croiser sur le tableau, et on obtient un avantage critique pour Elziane, qui a droit donc à une action supplémentaire dans le choix d'action qu'il y a à faire au combat. Donc elle attaque, elle déclare une attaque, sans viser, hein, puisque plus on vise, plus on a de pénalité. Donc quand on dit sans viser, on va aller chercher les résultats sur... il y a la table par exemple sur le haut du corps, le bas du corps et le milieu. Donc par défaut c'est le milieu. Donc elle a donc droit à cette action supplémentaire, elle attaque. Son jet est à 43, elle fait 68, c'est un échec mineur. Le sanglier, lui, il esquive, hein, c'est normal. Il pourrait bloquer aussi, mais là il esquive. Il a 45, il fait 41, c'est une réussite mineure. On croise sur le tableau, l'attaque est ratée. Peltari, eh bien elle fait un jet de morale à 30, elle a réussi, elle fait 20, c'est une réussite critique. Donc elle obtient un bonus pour sa prochaine action, qui est esquiver l'attaque du sanglier. Donc elle esquive à 32 plus 10 de bonus, elle fait 12, réussite mineure. Elle a aussi un avantage tactique, car l'attaque est simultanée, hein, donc elle décide tout simplement de suivre le conseil d'Elziane, et elle prend ses jambes à son cou. Petite narration pour mettre tout ça en forme. Donc vous voyez, hein, ça prend longtemps, mais en fait la narration elle va être très courte. Le sanglier fait trembler le sol à chaque pas, sa masse impressionnante bouche la vue, ses yeux noirs sont dardés sur les deux femmes, ses défenses en avant, il arrive à leur hauteur. Elziane l'évite d'un mouvement leste et tente de lui planter son épée dans le corps, mais elle a du mal à manier l'arme qu'elle venait juste de sortir de son fourreau. Peltari évite la charge et prend aussitôt la fuite vers le champ le plus proche, en espérant y trouver de l'aide. Tour suivant pour l'attaque, donc c'est à Elziane d'agir. Elle prend son arme à deux mains, hein, c'est une épée courte mais elle aura plus de force, et elle frappe sans viser. Donc toujours à 43, et elle frappe avec la pointe, puisqu'on a le droit de choisir, hein, dans Arnes, soit on frappe avec la pointe, soit on frappe avec le tranchant, soit on assomme. Donc ici, avec la pointe, elle essaye de percer. Donc elle obtient un 35, c'est une réussite critique.
Le sanglier évite à 45, il fait un 6, c'est une réussite mineure. On croise sur le tableau, cela donne tout de même A1, c'est-à-dire un coup réussi. A, ça veut dire que l'attaquant réussit son coup, et 1, ça veut dire qu'il doit jeter un des 6 pour voir quelle est cette attaque. À 1, le coup est donc réussi. Je dois déterminer la localisation du coup. Donc là, je regarde à nouveau le bestiaire d'Arnworld. 64, c'est donc l'abdomen. Je touche le sanglier à l'abdomen. L'impact du coup, donc c'est A étoile 1. Je dois donc lancer un des 6, ça me donne 4. À ce 4, je vais ajouter, donc j'ajoute 4 à l'aspect de l'arme. Ici c'est pointe 4. Ce qui donne donc un 8. On va ensuite déterminer l'impact effectif. Pour ça, je prends le 8 que je viens de calculer. L'armure, je vais enlever l'armure face à une attaque en pointe, enfin perçante. Le sanglier, il a 1, donc ça fait 7. Ce 7 est supérieur à 1, donc on va croiser le lieu de la frappe, abdomen, avec l'impact effectif qui est 7. Et ça nous donne S2 et une couleur. Donc c'est du jaune, c'est une blessure qui va imposer une blessure sérieuse, qui va donner 2 niveaux de blessure. Le sanglier va donc subir une pénalité, 5 pénalités par niveau de blessure, donc ici on fait 5 x 2, ça fait 10% de moins à ses jets, enfin une pénalité de 10%. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 50 pour attaquer, il va en faire cette fois-ci 40. De plus, il doit faire un jet de trébucher, ce qui va tomber. Donc il lance 3d10, c'est égal à 5. Cela ne dépasse pas l'agilité du sanglier qui est de 9, donc il ne tombe pas. On reprend la narration pour mettre tout ça en ordre. Elziane est face à l'animal engagé. Elle ne laisse pas la peur l'envahir malgré sa récente blessure et attaque sur le flanc. La bête essaye d'éviter le coup d'un bond sur le côté, mais n'est pas assez rapide. L'épée courte se plante profondément dans l'abdomen de la bête qui hurle de rage et de douleur. Nouveau tour, cette fois-ci c'est au sanglier, mais on va d'abord jeter les dés pour voir si la baronne et Charelle arrivent. Sur un des 6, je fais un 5, donc c'est pas encore ce tour-ci. Le sanglier attaque. Il donne un violent coup de défense sans viser, 42, c'est une réussite mineure. Elziane décide de bloquer avec son épée, elle a un 38 pour ça. Donc elle lance un dé100, ça fait 97, c'est un échec mineur. L'attaquant a le résultat A étoile 1. Donc Elziane, enfin, on lance la localisation, le sanglier lance la localisation. Donc la localisation nous donne un 76 sur un dé100, c'est la hanche. On lance l'impact du coup, donc un des 6, c'est 1, ça fait pas grand chose. On ajoute l'aspect de la pointe des défenses, ce qui fait 5, donc on a un 6. On détermine alors l'impact effectif, on fait 6 moins l'armure de hanche. Donc Elziane porte donc un gambison, enfin bon, elle a assez, ça fait 10. Voilà, les 6 ne dépassent pas les 10. Le coup est absorbé par... les dégâts sont absorbés par l'armure. Donc cette fois-ci c'est au tour d'Elziane, donc elle décide de faire basculer son bouclier et donc de l'utiliser. C'est une réussite automatique puisqu'en plus on s'expose à une attaque. Donc le sanglier contre-attaque face à cette action. Donc sur un 50, moins 10, donc sur un 40, il fait 1, c'est une réussite mineure. On croise avec le tableau, on obtient un B1. Les deux touchent en même temps. Donc résultat infligé par Elziane, la localisation c'est le thorax. Sur son D6, elle obtient un 5, elle va rajouter un 4, ce qui lui donne un 9. Et l'impact effectif est de 9 moins 1 de l'armure du sanglier, c'est un 8. S2 donc pour le sanglier qui doit subir une nouvelle blessure. On fait tout de suite un jet de choc, puisque le sanglier subit une deuxième blessure. On jette un D6 pour chaque point de pénalité, y compris les blessures qu'il vient de subir. Donc en tout, ça lui fait 4 blessures. Et si on dépasse 16, c'est-à-dire l'endurance du sanglier, il va s'effondrer. Donc il lance les 4 D6, il obtient un 18. Le sanglier tombe, mais ce n'est pas pour, ça va pas l'empêcher en fait de mener son attaque, puisqu'il a attaqué simultanément. Donc résultat infligé cette fois-ci par le sanglier contre Elziane, localisation la main droite, il obtient un 6
plus 5, ça fait un 11. L'impact effectif est de 11 moins 0, puisqu'Elziane ne porte pas de gants, elle n'a aucune défense. Ça fait 11. Elle obtient donc une blessure S3, et elle doit faire un jet pour savoir si elle perd son arme. Elle aura 15% de pénalité au jet à partir de maintenant. Donc elle fait un jet de fumble, on lance 3d6 sur la dextérité. Elle a 10 en dextérité, elle fait 12. Elle perd donc son épée. On transforme tout ça en narration. Le sanglier se retourne et lance un coup de tête. Elziane essaye de parer avec son épée, en vain. Les défenses viennent la frapper au niveau de la hanche. Heureusement, son armure absorbe le coup. Elle n'aura peut-être pas autant de chance la prochaine fois. Elle décide de faire sauter la lanière qui maintient son bouclier pour le faire passer devant elle et pouvoir l'utiliser. Manœuvre compliquée en plein combat. Le bouclier glisse bien en position, mais le sanglier en profite et contre-attaque. Elziane, d'un réflexe fulgurant, frappe en même temps. Le sanglier s'abat sur elle, elle sent une douleur atroce à sa main droite. Elle recule et voit le sanglier au sol, inerte, l'épée courte et fichée dans le thorax de la bête. Nouveau tour, donc on va jeter les dés pour voir si les deux chasseuses arrivent. On fait un D6, on fait un 6. Donc elles arrivent. La voix rauque de Charelle claque dans le silence revenu. Des bras bienveillants écartent Elziane avec tendresse et prudence. La baronne Yala Pézirias la détourne du spectacle qui va suivre. La cartographe n'entend qu'une prière prononcée rapidement, puis le bruit d'une lance qu'on enfonce dans la chair. Le sanglier meurt sur le coup. Épilogue. On va d'abord faire un jet de création de contact avec la baronne. Donc on lance un dé 100, on fait un 59 et on va rajouter un dé 20. Donc en tout, ça va faire 68% de loyauté. Elle a créé une nouvelle relation avec la baronne. Et bon, pour l'instant, elles se connaissent un peu. Avec Charelle, on va lancer un dé 100 aussi. On obtient un 82 plus 20 plus un dé 20. On est à 95% de loyauté. Charelle doit une fière chandelle. Elle est très reconnaissante. Voilà, elle a pu se venger de ce sanglier qui a tué son père. Donc maintenant, la narration. On finit donc l'aventure ici. La baronne se tient droite au milieu de la pièce. Elle sermonne vertement le chevalier Maltor et le prêtre Poris. Leur rôle est de veiller sur Dame Elziane à tout moment de la journée, nuit et jour. Dorénavant, tout le monde logera dans le château. Elziane a déjà eu droit à sa leçon de morale. La baronne lui jette un dernier regard empreint de respect et d'admiration. Elle est impressionnée par le courage et le haut fait que vient d'accomplir Elziane en sauvant une paysanne d'une mort certaine et d'avoir, par la même occasion, aidé à éradiquer un danger potentiel. Le sanglier était possédé. Paedline en est convaincu après avoir examiné le corps. Possédé par quoi, nul ne le saura peut-être jamais. Elziane se retrouve donc seule face à la baronne, après que le prêtre Wirden et sa jeune apprentie Paedline de Ferid aient quitté les lieux, ainsi que le chevalier et le prêtre. Donc là, je vais rendre le bijou, et je vais d'abord déterminer pour voir quelle est la réaction. Alors la réaction est vraiment très étonnée, elle est étonnée, d'après le mot que j'ai tiré, positivement. Donc, alors que tout le monde quitte la pièce, Elziane s'incline devant la baronne et lui tend la boucle d'oreille trouvée dans la forêt. Dame Yala est agréablement surprise, une vive émotion l'étreint. Ces boucles d'oreilles sont un cadeau de son père, c'est pourquoi elle n'en porte qu'une depuis qu'elle avait perdu l'autre. Elle ne pensait ne plus jamais retrouver la boucle d'oreille manquante. Elle la prend et baisse la tête avec reconnaissance et souffle un merci avant qu'Elziane ne quitte la pièce à son tour. Voilà, donc nous sommes arrivés au bout de cette toute petite aventure qui m'a permis de vous montrer tout ce qui est fait entre chaque narration. Comme vous voyez, c'est quelque chose qui prend du temps, donc il faut aimer dans le jeu en solitaire prendre le temps de jeter les dés, consulter les tables, et puis ensuite faire effort d'écriture, puis de réécriture aussi et d'interprétation, et voilà. Alors, pas besoin d'être un grand écrivain, on tape simplement ce que les dés nous ont dit, ce que le combat nous montre. Et on obtient comme ça une petite aventure qui est assez plaisante. Alors moi j'ai eu beaucoup de plaisir à la jouer.
J'ai tremblé pour Elziane parce que je pensais vraiment qu'elle allait se faire massacrer par ce sanglier. C'est une aventure agréable, c'est une façon de jouer qui est totalement différente du jeu de rôle classique, hein, comme vous avez pu le voir. Il n'y a pas d'interaction avec d'autres joueurs, il y a une interaction avec un papier, des dés, des tables. Ça peut paraître aride, ennuyeux peut-être pour certains, mais au bout du compte, ben, on trouve quand même du plaisir à imaginer, voilà, à transformer toutes ces données en un récit. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, moi j'ai apprécié vous raconter cette aventure et vous la présenter. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine aventure d'Elziane. À force de faire des bêtises, cette jeune fille risque de finir ses aventures très rapidement, mais bon, on croit en elle, et surtout en Maltor et Poris qui seront là pour l'épauler. Si vous préférez lire, je vous envoie donc au lien que je mettrai sous la vidéo, qui va vous mener tout droit vers le PDF de cette aventure. Les dessins que vous avez pu voir pendant le récit, hein, eh bien, sont des dessins réalisés par Rudy Cruz, qui est un illustrateur dont j'apprécie beaucoup le travail, et qui a bien voulu se plier à l'exercice, en illustrant donc cette aventure. Enfin, la musique que vous entendez au début de ces sessions est une œuvre originale du compositeur Michael Canton, qui m'a donc gentiment autorisé l'utilisation. À présent, je vous dis à la prochaine. Merci pour vos likes, merci pour vos retours, merci pour vos questions, merci pour votre intérêt. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à poser des questions, et je vous dis à bientôt. Au revoir.